Hi everyone and welcome back. We are joined again by Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Nous sommes de retour avec le colonel Jacques Baud, ancien membre du Service suisse de renseignement stratégique, pour nous éclairer sur ce qui se passe dans la politique européenne et en particulier sur les relations de l'Europe avec la Russie et les États-Unis. Donc bienvenue à nouveau. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup de m'avoir de nouveau invité dans votre émission. Merci. J'ai pensé qu'un excellent point de départ serait d'aborder la façon dont l'Occident évalue Poutine et la Russie. Parce qu'encore une fois, votre expérience en tant que colonel vient des services de renseignement. Votre objectif principal est de comprendre l'adversaire ou l'autre camp. Pourtant, nos journalistes semblent toujours avoir un grand talent pour savoir exactement ce que pense et ressent Poutine. Mais dans la réalité, on ne constate pas vraiment une grande compréhension de la position russe. Je me demandais, selon vous, qu'est-ce que l'Occident ne comprend pas à propos du président Poutine et de la Russie? Oui, vous avez tout à fait raison de souligner ce problème. Tout d'abord, lorsque nous parlons d'intelligence, comme vous l'avez justement dit, je viens du domaine du renseignement stratégique. Et le renseignement stratégique aide essentiellement les décideurs politiques, c'est-à-dire le gouvernement, à prendre des décisions. J'ai toujours considéré que dans les pays démocratiques définis par l'État de droit, le renseignement stratégique est un outil de l'État de droit parce qu'il doit empêcher la prise de décision fondée sur l'intuition, les impressions ou des considérations individuelles. Le but du renseignement stratégique est d'apporter des faits aux décideurs afin que les décisions soient prises sur la base d'éléments objectifs et non sur des choses fictives. Et ce que nous avons constaté au cours des dernières, je dirais presque des 18 dernières années, car je pense qu'il y a eu un changement en 2007 après le fameux discours de Vladimir Poutine à la conférence de sécurité de Munich. Vous vous souvenez peut-être, une conférence sur la sécurité? Cela a en fait marqué un tournant dans la manière dont la Russie était perçue. On peut voir qu'avant 2007, il y avait globalement de bonnes relations entre l'Est et l'Ouest, et l'image de Poutine dans les médias n'était pas si mauvaise, elle était même plutôt positive en réalité. Et tout a changé à ce moment-là. En regardant cela d'un point de vue du renseignement stratégique, je dirais qu'il y a un problème dans les appareils de renseignement stratégique en Europe, en particulier, mais pas seulement là, car comment les gouvernements peuvent-ils soudainement avoir une vision différente de la Russie si l'évaluation est basée sur des faits? La question est légèrement différente si l'on regarde la presse, bien que l'image présentée par la presse aujourd'hui soit la même que celle que présentent les services de renseignement stratégique. La presse, en fait, diffuse de l'information. Elle diffuse en faveur de certains groupes d'intérêt. Cela peut être la presse de droite, de gauche, etc. Par conséquent, vous pouvez comprendre que la presse peut offrir une vision différente, plus intuitive, moins fondée sur des faits, sur la Russie dans notre cas. Ce que nous avons constaté, c'est que la presse, qui auparavant avait des opinions et des points de vue différents sur les choses, soudainement, lorsqu'il s'agit de la Russie, adopte tout le même point de vue. Ainsi, il y avait, au sein même de la presse, un alignement contre la Russie. Et en plus de cela, il y avait cet alignement des services de renseignement stratégique avec la presse concernant la Russie. Un bon exemple de cela est ce qu'a déclaré le chef d'état-major des armées françaises, l'équivalent du Chairman of the Joint Chiefs of Staff aux États-Unis, le général Burkhardt, qui a récemment prononcé un discours affirmant que la Russie, dans les 5 prochaines années, sera la menace la plus importante pour l'Europe et que la Russie a un intérêt particulier pour la France
et souhaite cibler la France. Ici, lorsque j'entends cela, en tant qu'ancien officier du renseignement stratégique, je me demande, mais d'où tient-il cette information? Vous savez, le renseignement stratégique, contrairement aux universitaires qui peuvent élaborer des options et parfois fantasmer sur certaines choses, même si l'on peut supposer qu'un universitaire ou un chercheur dispose d'une évaluation éclairée, il peut tout de même s'agir de conjectures sur l'avenir. Dans le renseignement stratégique, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi le renseignement stratégique fonde ses évaluations sur des faits. Il peut s'agir d'informations recueillies par le renseignement électronique, le renseignement d'origine électromagnétique, le renseignement satellitaire, et ainsi de suite. L'évaluation du renseignement stratégique repose sur des indices. Ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas une perception, ce ne sont pas des suppositions, c'est fondé sur des indices. Nous avons des indications que les Russes sont préparés à cela et qu'ils en ont l'intention. Nous avons rassemblé des documents et ainsi de suite. Donc, ce que nous avons vu récemment en Europe va bien au-delà de l'analyse du renseignement en tant que tel. C'est de la fantaisie. Ce n'est rien d'autre que de la fantaisie. Et c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant, non seulement en ce qui concerne la situation avec la Russie, mais aussi en ce qui concerne le fonctionnement même du gouvernement. Vous savez, le siècle des Lumières que nous avons connu au XVIIe et XVIIIe siècle en Europe visait précisément à instaurer une gouvernance fondée sur les faits, sur l'analyse statistique, l'analyse scientifique, l'analyse politique des choses, et non plus sur ce que l'on avait auparavant, notamment en France. Vous savez, le roi était inspiré par Dieu, et donc les décisions étaient inspirées par Dieu. Par conséquent, on ne pouvait pas en discuter, car discuter une décision revenait à remettre Dieu en question. Et c'est justement ce qu'a apporté les Lumières, une rationalité dans la prise de décision. Si vous lisez tous les auteurs, surtout les Français comme Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot, etc., tous ces écrivains et philosophes ont apporté cette idée que la prise de décision, la gestion publique, la gouvernance politique doivent être fondées sur les réalités et les besoins du peuple, et non plus sur des réalités fictives, l'inspiration divine et des choses de ce genre, qui au final ne profitent qu'à une minorité. Donc aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est un retour à ces époques où les décisions étaient prises sans fondement. Et cela, comme je l'ai dit, est pour moi une source d'inquiétude quant au fonctionnement de nos démocraties et de nos États. Encore une fois, l'État de droit, comme son nom l'indique, signifie que la gouvernance repose sur des règles strictes, à savoir la loi, mais pas seulement. Il y a aussi la structure de gouvernance et tout ce qui l'entoure. Bref, il est sans doute inutile d'en débattre aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, nous avons constaté ce changement fondamental dans l'approche de la prise de décision et de l'évaluation des situations. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on lit les médias, on peut voir que tout est dirigé presque non seulement contre le système. Car pendant la guerre froide, et j'étais dans le renseignement à cette époque, nous luttions ou combattions contre un système. Nous ne voulions pas que nos pays deviennent communistes. Était-ce juste? Était-ce une erreur? Nous surestimions probablement la volonté des Soviétiques d'attaquer l'Europe, mais cela n'a plus vraiment d'importance à ce stade pour le but de cette discussion. Quoi qu'il en soit, c'est contre cela que nous nous battions. Nous luttions contre un système. Nous ne combattions pas des individus. Aujourd'hui, nous combattons des individus. Et cela va bien au-delà de Poutine, car tout ce que vous entendez à propos de la guerre en Ukraine, tout ce qui va mal ou est perçu comme allant mal, en Ukraine par exemple, ou en Russie, est automatiquement attribué à Poutine.
Poutine a eu tort. Poutine a commis cette erreur. Poutine a fait cela. Et par conséquent, tous ceux qui tiennent un discours similaire à celui de Vladimir Poutine sont également considérés comme des ennemis. Cela s'applique aussi au peuple russe. Ceux qui soutiennent Poutine sont considérés comme des ennemis. Et c'est la raison pour laquelle les sanctions, par exemple, ne visent pas Vladimir Poutine lui-même. Certaines le font probablement, mais la plupart des sanctions visent la population russe. Et c'était l'idée lorsque l'opération militaire spéciale a commencé en février 2022. Toute l'idée était de faire s'effondrer la Russie. Et pour faire s'effondrer la Russie, l'idée était de déstabiliser la société, et donc d'avoir un discours qui vise non seulement la direction de la Russie, mais aussi la population russe, afin de créer une forme de mécontentement au sein de la population russe, et ainsi déstabiliser l'ensemble du système, éventuellement, si possible, provoquer des soulèvements et ce genre de choses. C'était l'idée. Et encore une fois, c'est pas quelque chose que j'invente moi-même. Vous pouvez écouter ce qu'a dit le ministre français de l'économie au tout début du mois de mars 2022. Vous pouvez retrouver son intervention sur la station de radio Europe 1 en France. Et il a dit exactement ce que je viens de dire. Toute l'idée est de faire s'effondrer la Russie et de faire souffrir la population russe. Alors, à partir de ce moment-là, on pouvait voir que tout le récit et toute la perception de la Russie reposaient sur cette idée précise. Pour faire gagner l'Ukraine, ou pour infliger une défaite à la Russie, il fallait provoquer l'effondrement de la société russe. C'est pour cela qu'il y a 19 paquets de sanctions mis en place par l'Union européenne. C'est toute l'idée. Et tout ce qui a été dit, et c'est encore très intéressant de constater que ces dernières années, surtout depuis 2022, mais cela a commencé même avant, dès 2021, on a vu un certain nombre de structures mises en place en Europe occidentale pour gérer l'information concernant la Russie. Bien sûr, il y a eu le Centre d'excellence de l'OTAN pour la communication stratégique, qui est basé en Estonie. Mais il existe d'autres centres qui ont joué ce jeu afin de gérer l'information provenant de Russie et l'information destinée à la population européenne. En fait, il s'agit de gestion de la perception, rien d'autre que cela. Ce n'est plus de l'information. Et si vous lisez les médias, par exemple, et je surveille surtout les médias français et suisses, les informations qu'ils fournissent proviennent exclusivement de ces institutions. Je parle des institutions ukrainiennes, car il existe des institutions qui filtrent l'information destinée à l'Occident. D'ailleurs, si vous lisez la presse ukrainienne, vous trouverez des informations légèrement différentes de ce que l'Ukraine diffuse en Occident. J'ai souligné ce point dans mes différents livres, en particulier le dernier, Guerre secrète en Ukraine, car il existe réellement une structure de désinformation mise en place avec le Royaume-Uni, les États-Unis, l'OTAN et l'Ukraine. Et bien sûr, les États baltes et la Pologne jouent un rôle à cet égard. L'Allemagne aussi. Différents pays sont impliqués. Mais en substance, ce sont le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Ukraine et l'OTAN. Par conséquent, les informations fournies à la presse proviennent exclusivement de ces sources, et il n'y en a absolument aucune autre. Par exemple, rien qu'hier, il y a eu cette frappe russe sur Kiev à différents endroits, mais notamment à Kiev, et le bâtiment de l'UMEO à Kiev a été endommagé. Eh bien, quand on lit la presse francophone et suisse, il suggère que les Russes ont visé le bâtiment de leur paiement. Mais si vous lisez, et encore une fois, c'est pourquoi je dis que parfois la presse ukrainienne dispose d'informations différentes. Si vous lisez les médias ukrainiens, vous verrez que la représentante de l'UNOMOR, une ambassadrice, cette dame,
a déclaré qu'en réalité, le bâtiment européen avait été endommagé par l'onde de choc provoquée par d'autres explosions sur des bâtiments voisins qui étaient visés à proximité. Donc le bâtiment de l'UE n'a pas été visé. Et elle l'a dit explicitement dans les médias ukrainiens. Mais si vous lisez les médias d'Europe occidentale, ils suggèrent que les Russes ont spécifiquement ciblé le bâtiment de l'UE Montormali. On voit donc qu'il y a une énorme déformation des faits qui a eu lieu. Et bien sûr, dans mes livres, j'ai étudié la question des pertes, par exemple, et tout cela. Et c'est fascinant parce qu'aujourd'hui, on dispose de toutes ces informations qui ont émergé à propos de ces hackers qui auraient pu obtenir des données de l'état-major ukrainien et découvrir qu'il y aurait environ 1,7 million de morts, tués et disparus au combat. Bref, nous n'allons pas discuter de ces chiffres. Mais les années précédentes, il y avait beaucoup d'informations fournies par les Ukrainiens sur les pertes russes et les morts ukrainiens. Et on pouvait constater qu'en réalité, ce que les Ukrainiens communiquaient à l'Occident était en fait une projection de leurs propres pertes. Et il s'agissait simplement d'inverser les chiffres. Cela est apparu dans certaines déclarations faites par des dirigeants occidentaux, y compris Ursula von der Leyen, nota bene, car certaines informations ont fuité dans la presse, montrant qu'en réalité, le chiffre réel des pertes ukrainiennes était bien plus élevé que ce qu'affirmait Zelensky. Cela a ensuite été corrigé, mais nous avons pu constater que ces fuites étaient authentiques. En fait, on pouvait voir que les chiffres fournis par ces fuites étaient les mêmes que ceux officiellement communiqués pour la Russie. Ce qui signifie que les Ukrainiens avaient l'habitude de projeter leurs propres pertes sur les chiffres qu'ils attribuaient aux Russes. Et j'ai remarqué, lorsque j'ai fait le calcul, également basé sur le site de Mediazona, que la plupart des gens connaissent aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'un média d'opposition financé par un opposant à Vladimir Poutine d'ailleurs, Khodorkovsky, qui est fermement opposé à Vladimir Poutine. Ils financent ce site et avec la BBC, ils évaluent les pertes russes. Quand on regarde les chiffres qu'ils fournissent, et encore une fois, on peut discuter de la méthodologie, mais au moins ils en ont une, disons-le. Ce n'est pas juste de l'inspiration divine. Ils ont une méthodologie. Ils vont recueillir des informations sur les réseaux sociaux et des choses de ce genre. En tout cas, ils ont fourni des chiffres bien inférieurs à ceux donnés par la direction ukrainienne. Et le rapport entre ce que dit Mediazona et ce que disent les Ukrainiens est de 1 pour 10 ou 1 pour 11. Cela signifie que selon la direction ukrainienne, les Russes auraient 10 fois plus de pertes que ce qu'indique Mediazona. Et en fait, si l'on regarde les 1,7 million et les chiffres fournis par Mediazona, on peut voir qu'en réalité, il y a ici une inversion. Les chiffres fournis par Mediazona sont probablement corrects ou proches d'un nombre raisonnable pour la Russie. Et c'est probablement la vérité. Mais les Ukrainiens revendiquent 10 à 11 fois plus. Et en fait, on arrive à environ 1,5 million si l'on suit ce genre de règles empiriques. Ce n'est pas scientifique, ce ne sont que des estimations. Il faut aborder cela avec beaucoup de prudence. Mais ce que je veux dire, c'est que les chiffres fournis par l'Ukraine sont repris tels quels par les médias occidentaux, sans être remis en question. Même si Mediazona, encore une fois un média d'opposition, donne des chiffres bien plus bas. On constate donc qu'on nous a constamment, en réalité, imposé un récit. Et pourquoi cela? Et c'est très important à comprendre. Pour les Ukrainiens, ce qui garantit la pérennité du soutien occidental, c'est précisément ce récit. Et nous constatons que, même si l'on observe la situation sur le terrain et qu'on la compare aux déclarations des dirigeants ukrainiens,
et bien sûr des dirigeants européens, on remarque un énorme décalage. Tout le soutien apporté à l'Ukraine repose sur cette idée que l'Ukraine pourrait gagner, cette idée que l'Ukraine enregistre des succès, et que tout ce que fait la Russie échoue, etc. En réalité, c'est ce qui rend ce soutien « durable », entre guillemets. Car si le citoyen européen connaissait la réalité de la situation, il dirait probablement qu'il est inutile de continuer à soutenir l'Ukraine. Par conséquent, le récit est devenu, si l'on utilise une terminologie stratégique, je veux dire en appliquant Clausewitz, le centre de gravité de la stratégie ukrainienne dans cette guerre. Le centre de gravité est le point ou l'élément dont tout dépend. Tout dépend de cela. Si le centre de gravité s'effondre, tout le reste s'effondre. Et c'est la définition du centre de gravité selon Clausewitz. Et c'est exactement là où nous en sommes. Maintenant, pour les Russes, leur centre de gravité est la stabilité de la population. Et c'est la raison pour laquelle les Russes ont beaucoup mis l'accent sur le développement de la société, pas simplement sur le complexe militaro-industriel, mais aussi sur la production civile. Je veux dire, on voit des véhicules électriques et ce genre de choses, dans le but de s'améliorer. Et un sondage récent qui a été réalisé, je crois, par le centre Levada à Moscou, qui est d'ailleurs considéré comme un agent étranger parce qu'il est en partie financé par les États-Unis. En tout cas, le centre Levada a constaté que pour de nombreux Russes, je crois que c'est plus de la moitié, leur situation s'est améliorée au cours des 2 dernières années. Cela signifie que les Russes ont tout fait pour que la population russe ne ressente pas la guerre. Et cela explique aussi pourquoi, en plus de tout le récit qui cherche à déstabiliser ou à donner une mauvaise image de la Russie, cela explique pourquoi Zelensky a dit, lorsqu'il a commencé à lancer des attaques terroristes en Russie, et nous en avons vu plusieurs exemples, y compris la toile d'araignée il y a quelques semaines, et ainsi de suite. L'idée de Zelensky est, et il l'a dit explicitement d'ailleurs, c'était très clairement affirmé dans les médias ukrainiens. Il a dit, nous devons faire ressentir la guerre aux Russes, car tout le centre de gravité pour les Russes était précisément d'éviter que les citoyens russes ne ressentent la guerre. Et c'est pourquoi nous constatons que l'analyse du conflit en Occident est sciemment et délibérément falsifiée afin, en réalité, de soutenir la pérennité de l'aide à l'Ukraine. Et tout est orienté dans ce sens. Encore une fois, il ne s'agit pas seulement des médias, mais aussi de la littérature politique. Par exemple, l'année dernière, juste avant les Jeux Olympiques de Paris, il y a eu une sorte d'épidémie de punaises de lit dans les hôtels français. Cela a été rapporté et mis en avant dans les médias. Mais qu'a dit le gouvernement? Ils ont affirmé que c'était la faute des Russes. Les Russes auraient apporté les punaises de lit. On voit donc que tout est fait pour créer un récit défavorable aux Russes. Mais ce n'est pas la seule chose. Je pense qu'il y a aussi d'autres aspects qui ont un impact plus subtil. Par exemple, cela concerne non seulement l'establishment occidental, mais aussi ceux qui critiquent l'establishment européen et même ceux qui soutiennent la Russie. Et si vous écoutez attentivement, seules quelques personnes comprennent réellement pourquoi les Russes ont attaqué en février 2022. Et même, je ne veux pas citer de nom ici, car il y a des personnes brillantes qui sont extrêmement compétentes. Mais en mettant toujours l'accent sur la question de l'OTAN, qui est certes un enjeu de fond, expliquant pourquoi les Russes utilisent aujourd'hui le conflit pour résoudre le problème de l'élargissement de l'OTAN. Mais l'élargissement de l'OTAN, il est très important de le comprendre,
n'est pas la raison pour laquelle la Russie est entrée en Ukraine. Les Russes sont extrêmement légalistes. Et malgré tous les mensonges qui ont été racontés par les dirigeants occidentaux depuis 1991, et j'ai écrit plusieurs livres sur ce sujet, sur toute cette question de l'élargissement de l'OTAN, pas un pouce vers l'Est, et toutes ces choses, ce sont des mensonges évidents qui ont été dits aux Russes. Mais tout cela n'est pas une excuse. Cela ne peut pas être utilisé comme raison légale pour entrer en Ukraine. Même si nous comprenons qu'il existe une préoccupation légitime de la part de la Russie de trouver un moyen d'arrêter cet élargissement de l'OTAN, et nous voyons qu'il y a une préoccupation légitime, la raison juridique d'entrer en Ukraine ne peut pas être celle-là. Il est inacceptable et ce serait illégal d'attaquer l'Ukraine simplement parce que l'OTAN s'élargit. D'ailleurs, il faut se rappeler que lorsque les États baltes sont entrés dans l'OTAN, la Russie n'a pas attaqué. La Russie n'a pas, ou plutôt l'Union soviétique, n'a pas attaqué la Turquie lorsqu'elle est entrée dans l'OTAN en 1952. Et pourtant, ces pays, la Turquie en 1952, partageait une frontière directe avec l'Union soviétique. Et puis au début des années 2000, les États baltes étaient frontaliers de la Russie. Mais la Russie n'a pas attaqué, car elle sait que la question de l'OTAN doit être résolue à un autre niveau et qu'elle ne peut pas l'être légalement par la force. Si vous lisez attentivement l'explication et la raison invoquée par la Russie pour entrer en Ukraine en février 2022, ce n'est pas l'OTAN. Il s'agit de la protection de la population. C'est leur responsabilité de protéger en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Et vous pouvez le vérifier. Les Russes n'ont pas mentionné l'OTAN comme raison d'entrer en Ukraine, parce qu'ils savent parfaitement que ce n'est pas un motif légal. Mais ils vont maintenant profiter de cette occasion pour exploiter le conflit afin d'atteindre un objectif stratégique, mettre un terme à l'élargissement de l'OTAN en exigeant la neutralité de l'Ukraine ou quelque chose de similaire. Nous pourrions avoir ces négociations dans un avenir proche. Mais il s'agit ici de la Russie qui exploite le conflit pour résoudre cette question sous-jacente de l'OTAN. Cependant, la raison de l'entrée en Ukraine n'était pas l'OTAN. Et c'est pourquoi, lorsque les gens disent que l'attaque russe contre l'Ukraine était illégale, eh bien, ceux qui affirment que la raison de l'entrée en Ukraine était l'OTAN soutiennent en réalité l'idée que c'est illégal. Mais ce n'est pas l'explication officielle du gouvernement russe. Nous voyons donc que nous sommes face à un récit construit par l'Occident d'un côté, mais aussi à une compréhension trop simplifiée du conflit par ceux qui soutiennent la Russie. Ces deux éléments ont contribué à nuire à la Russie. C'est, je pense, un sujet que nous devons aborder à un moment donné. Je comprends, et j'ai travaillé 5 ans au sein de l'OTAN, et j'ai été, et je suis toujours, extrêmement critique envers l'OTAN, la nature même de l'OTAN aujourd'hui. Probablement je comprenais parfaitement la nature de l'OTAN pendant la guerre froide, mais depuis la fin de la guerre froide, je pense que l'OTAN a manqué l'occasion de changer de nature et de s'adapter au nouveau contexte stratégique de l'Europe. Et en fait, en ne comprenant pas cela, en restant attaché à l'ancien modèle intellectuel que nous avions en 1949, l'OTAN est en réalité à la racine du problème que nous avons aujourd'hui en Ukraine. Et je le comprends parfaitement. Mais encore une fois, formellement, si l'on regarde la justification, et c'est pourquoi il est extrêmement important de le rappeler, le fait que l'Ukraine ait lancé une offensive contre la population du Donbass en février 2022 est la raison pour laquelle la Russie est entrée en Ukraine. Et cette offensive contre le Donbass ne sort pas de nulle part. Elle a été annoncée. Et en fait,
ordonné par Volodymyr Zelensky par son décret du 24 mars 2021. Nous savons donc qu'il y avait en Ukraine l'idée de provoquer la guerre, en réalité parce qu'ils pensaient, ou plutôt ils estimaient, que la Russie était plus faible qu'elle ne l'était en réalité, et croyaient donc qu'en provoquant la Russie et en provoquant une intervention russe, comme cela s'est produit en 2008 en Géorgie, cela créerait les conditions pour que l'Occident applique des sanctions extrêmement brutales et massives qui entraîneraient l'effondrement de toute la Russie. C'est exactement ce qu'Alexei Arestovitch a expliqué lors d'une interview avec le média ukrainien Apostrophe le 18 mars 2019. Donc nous connaissons tout le processus. Et encore une fois, le problème, c'est que personne n'en parle. Personne ne veut en parler, parce que nous restons. Beaucoup de gens en Occident sont opposés à l'OTAN. Et encore une fois, j'en fais probablement partie, même si je ne suis sans doute pas aussi extrême que d'autres. Mais dans tous les cas, se concentrer sur la question de l'OTAN a tendance à déformer la véritable raison pour laquelle la Russie est intervenue, et conduit donc à une mauvaise compréhension et à une fausse évaluation de la légalité de l'intervention russe. Voilà, en résumé, enfin, un grand résumé, désolé, les questions liées à notre perception de la Russie en Europe. Vous avez évoqué cette focalisation sur les récits. Il est intéressant de constater que certains des récits qui entravent la guerre sont en réalité des faits, comme les énormes pertes du côté ukrainien, ou le fait que l'Ukraine est en train de perdre la guerre, ou encore le recrutement brutal de soldats en Ukraine, ou la répression très féroce que l'on observe actuellement contre différents groupes au sein de l'Ukraine. Tout cela sape, en quelque sorte, la perspective d'une guerre longue, car il faut que le public continue à soutenir la guerre. Nous nous retrouvons toujours dans cette situation étrange, où nous devons ignorer la souffrance des Ukrainiens, dans la mesure où elle risque de miner le soutien du public à la guerre. En effet, même le fait que la grande majorité des Ukrainiens souhaitent la paix, c'est aussi quelque chose que nous ne pouvons pas intégrer, ce qui n'est pas très attrayant pour les médias. Ils ne veulent pas en parler, car le public pourrait alors cesser de soutenir la guerre. Il n'y a donc pas tant de façons d'expliquer cela, bien sûr, à part le contrôle du récit et la gestion des perceptions pour maintenir la guerre. Mais j'ai récemment parlé avec le professeur Jeffrey Sachs, et il a fait remarquer qu'il avait discuté avec Macron, et que Macron lui avait dit en privé que bien sûr, il s'agissait de l'expansion de l'OTAN. C'est à cela que la Russie réagit, entre autres choses. Mais en public, il le nie. Et cela semble être un trait commun. Les politiciens disent une chose en public qu'ils ne disent pas du tout en privé. Je me demande donc dans quelle mesure il s'agit d'un problème de rationalité chez les dirigeants européens. Parce que je peux supposer que tout le monde peut être pris par l'idéologie et les récits, mais parfois ça semble aussi être de la tromperie. Je ne sais pas comment vous voyez cela. Absolument. Je suis entièrement d'accord avec vous. Prenez par exemple la question de l'adhésion à l'OTAN. En mars 2022, Volodymyr Zelensky a accordé une interview à CNN. Dans cette interview, il a dit qu'il avait demandé à Joe Biden si l'Ukraine deviendrait membre de l'OTAN, oui ou non. Et il dit dans l'interview que la réponse était non. L'Ukraine ne sera pas membre de l'OTAN. Mais pour l'information publique, c'est-à-dire pour l'opinion publique, on laissera la porte ouverte. C'est exactement ce qu'il dit. Cela signifie que toute la discussion, c'était en mars 2022, toute la discussion sur l'adhésion. À la fin de chaque sommet, ils réaffirment que l'Ukraine deviendra membre de l'OTAN, mais ils ne savent pas qui ni quand, car il n'y a toujours pas de plan d'action pour cela. Mais, dans tous les cas, l'Ukraine deviendra membre de l'OTAN. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ukraine will be member of NATO. There is no discussion about it. It's just a question of time and things like that. But
C'est juste une question de temps et de choses comme ça. Mais en réalité, nous savons que ce ne sera pas le cas. Donc vous avez exactement l'exemple que vous avez mentionné avec Emmanuel Macron. Tout le monde se rend compte que la guerre est perdue. Tout le monde se rend compte que toute la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et des choses comme ça est perdue. Mais il continue à le dire. Et il y a un peu de ce qu'on appelle le syndrome des coûts irrécupérables. Cela signifie que nous avons tellement investi dans un projet et que le projet échoue. Mais comme nous avons tant investi, nous continuons à investir dedans parce que sinon, tout serait perdu. Et l'expérience montre, pas seulement dans le domaine politique, mais même dans une entreprise ou une industrie, que si vous avez un tel projet, vous investissez et vous voyez qu'il échoue, just another way of losing money. You just, as soon as you notice that it's failing, dès que vous constatez que cela échoue, vous devriez arrêter de financer ce projet. Point final. Et cela aurait dû être exactement la même chose avec l'Ukraine. Le problème, c'est que nous parlons de personnes, à savoir Emmanuel Macron et d'autres. Vous savez, ils font la guerre contre la Russie avec le sang des Ukrainiens. Ce n'est pas du sang français, ce n'est pas du sang britannique, ce n'est pas du sang allemand, ce n'est pas du sang polonais, c'est du sang ukrainien. Donc personne ne se soucie d'eux. Et en fait, le simple fait que nous financions ou continuions à soutenir une guerre qui échoue clairement n'est qu'une manière, et je suis très triste de le dire ainsi, car j'ai beaucoup d'amis ukrainiens, et j'ai rencontré beaucoup d'amis ukrainiens lorsque je travaillais à l'OTAN à l'époque. Mais la réalité, c'est que les Européens ne se soucient pas des Ukrainiens. Ils utilisent simplement les Ukrainiens comme chair à canon pour combattre la Russie. La différence, c'est qu'ils détestent simplement les Russes plus que les Ukrainiens. On peut le dire ainsi. Parce que s'ils avaient eu le moindre respect pour l'Ukraine, ils auraient essayé de trouver une solution auparavant. Je rappelle qu'avant que la Russie ne commence à changer de stratégie et n'adopte la stratégie d'usure en octobre 2022, il y a eu 3 tentatives de l'Ukraine pour résoudre le problème diplomatiquement. Cela a commencé le 25 février 2022, puis à la mi-mars 2022 et enfin en août 2022. À 3 reprises, les Ukrainiens ont proposé des solutions politiques. À ces 3 occasions, les Russes ont accepté de s'engager dans un processus visant à parvenir à une solution politique. À chaque fois, ce sont les Européens qui ont interrompu le processus. Ainsi, on constate que même si les Ukrainiens décident de résoudre le problème, nous les en empêchons. Un ami à moi, qui était ambassadeur de Suisse à Kiev jusqu'à l'an dernier, en fait, il avait été ambassadeur pendant toute la crise là-bas, je veux dire la crise depuis 2021 ou quelque chose comme ça, jusqu'à l'an dernier, a déclaré lors d'une interview à la télévision suisse que nous devrions laisser les Ukrainiens décider eux-mêmes de ce qu'ils veulent. C'était en novembre 2022. Mais en réalité, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'à 3 reprises cette année-là, les Occidentaux, surtout l'Union européenne, je veux dire les Européens en fait, ont empêché les Ukrainiens de s'engager dans une solution diplomatique au problème. Les Européens ne veulent pas de solution politique. Et on le voit aujourd'hui d'ailleurs. C'est la même chose. Nous avons Trump. Encore une fois, on peut discuter de la sincérité de Trump, de l'efficacité de Trump et tout cela. On peut discuter de tout cela. Mais le fait est que Trump essaie de trouver une solution à la table des négociations. Qui s'y oppose? Les Européens. Je veux dire maintenant, les Ukrainiens ont été enhardis par la position européenne, donc ils refusent. Mais cela relève, je n'ai pas d'autre explication que le syndrome du coût irrécupérable et des choses de ce genre. Et bien sûr, le fait que tous ces grands dirigeants européens
dirigent également leur pays en faisant face à une forte opposition interne. On le voit en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, je veux dire. Ces grands pays font tous face à une opposition massive. Ils ne veulent donc probablement pas montrer la moindre faiblesse dans leur position. Et, par conséquent, ils continuent à s'engager sur cette voie désespérée parce qu'ils ne veulent pas paraître faibles. C'est aussi une explication possible. Mais là, on entre dans une explication qui n'est plus politique, rationnelle ou stratégique. On est dans le domaine de la psychiatrie et du trouble psychologique. Nous sommes dans cet ordre de choses. Eh bien, j'ai moi aussi réfléchi à la notion de coût irrécupérable par le passé. Car si nous n'étions pas allés aussi loin, je pense que nous aurions remis en question ce que nous faisons, étant donné que cette guerre ne peut pas être gagnée. Et il semble que nous misions désormais tout sur une cause perdante. Mais ma dernière question est donc, combien de temps pouvons-nous continuer à nous entêter dans l'échec? Parce que nous voyons maintenant des gros titres annonçant d'énormes problèmes économiques, que le Royaume-Uni et la France pourraient se diriger vers une aide du FMI. L'Allemagne n'est pas en très bonne posture non plus. Bien sûr, tout cela se traduit par une force politique très affaiblie pour les élites politiques. Elles sont très basses dans les sondages en France. Ils ont la solution pour arrêter Le Pen en France. En Allemagne, la solution semble être d'interdire l'AfD. Et bien sûr, il y a des sténographes dans les médias qui répètent sans esprit critique tous leurs récits de guerre. Les gens perdent très rapidement confiance en eux. Donc il semble que tout cela ne pourra pas durer éternellement. Et bien sûr, il y a aussi les lignes de front qui s'effondrent à un rythme de plus en plus rapide. Si bien qu'on a l'impression que nous arrivons à la fin de la partie ici. Et pourtant, lorsqu'une proposition de paix est suggérée, il s'agit d'un cessez-le-feu immédiat pour que nous puissions déployer des troupes européennes et que les Russes payent des réparations, vous savez, 1 trillion d'euros. Tout cela n'a tout simplement aucun sens. Je me demandais donc, combien de temps pensez-vous que cela peut durer avant que quelque chose ne craque? Et en effet, tout n'est pas si rose aux États-Unis. Et bien sûr, en plus de cela, nous avons d'autres conflits. Le Moyen-Orient, peut-être avec la Chine, et il y a une possible crise économique qui pourrait éclater aux États-Unis. Donc avec toute cette incertitude, toutes ces variables différentes, on suppose que nous approchons de la fin de partie, non? Le problème, c'est que c'est très malheureux pour l'Ukraine. En réalité, parce que plus la situation devient désespérée en Europe, plus les dirigeants auront tendance à vouloir détourner l'attention de la population des problèmes intérieurs pour la focaliser sur le conflit ukrainien. Par conséquent, ils rendent la situation impossible en augmentant les exigences ou en formulant des demandes absurdes envers la Russie, comme les réparations et tout cela. Toute la question des avoirs russes gelés, etc. Tout cela contribue à détourner la population des véritables problèmes dans leur propre pays. Et cela sert les Russes, car les Russes sont en train d'user l'armée ukrainienne. Nous savons que les Russes n'iront certainement pas au-delà du Dniepr dans la partie nord du pays, mais ils pourraient envisager de reprendre Odessa, par exemple, ou de prendre Odessa. Et cela, je veux dire, plus nous prolongeons ce conflit, plus il devient probable que les Russes soient en position de prendre Odessa et la partie sud du pays. Donc on voit que même cette position irrationnelle, ou peut-être qu'il y a une logique déformée derrière la posture européenne, parce que, comme je l'ai dit, ils veulent simplement se concentrer sur un conflit extérieur au lieu de s'occuper des problèmes internes. Mais le problème, c'est que sur le terrain, peu importe comment on évalue la situation, et si l'on considère les Russes comme bons ou mauvais, le fait est que les Russes avancent, ils progressent sur le terrain, ils détruisent les actifs ukrainiens.
Cela peut prendre du temps, mais de cette manière, ils peuvent préserver la vie de leurs propres soldats. Ils utilisent des missiles, ils utilisent toutes sortes de moyens. Ils créent également une situation en Ukraine qui est défavorable aux autorités. Et nous constatons une opposition croissante à Zelensky. Cela se reflète aussi dans toutes les informations que les Russes reçoivent de l'intérieur de l'Ukraine afin de frapper avec des missiles et des drones en profondeur sur le territoire ukrainien. Car la plupart des renseignements dont disposent les Russes pour frapper toutes ces petites usines, les Ukrainiens ont dispersé toutes les usines de drones, les usines d'armement et tout cela, ont été cachés dans les sous-sols de bâtiments, même dans des immeubles d'habitation et des choses comme ça. Mais maintenant, on peut voir que les Russes ciblent très précisément ces petites usines et ce genre d'installation. Et c'est un type d'information qui ne peut être fourni que par des initiés, c'est-à-dire les Ukrainiens eux-mêmes. Cette opposition à Zelensky se matérialise par ce soutien en renseignement aux Russes, et cela ne fait qu'augmenter. Par conséquent, nous constatons que chaque tentative de retarder les négociations sur le conflit profite aux Russes. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc encore une fois, il n'y a aucune logique là-dedans. Si l'on devait faire une évaluation rationnelle de la position européenne, indépendamment du biais des coûts irrécupérables et de toutes ces choses, les Européens auraient eu tout intérêt à pousser l'Ukraine à négocier le plus tôt possible. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation différente. Encore une fois, je ne peux pas expliquer cela de façon rationnelle, pour être honnête. À mon avis, il n'y a pas d'explication rationnelle, car toutes les analyses que vous avez, et je suppose que, malgré le fait que lorsque nous voyons ces agences de renseignement fournir des rapports, et cela s'applique d'ailleurs aux renseignements suisses, si nous lisons leurs rapports, leurs évaluations régulières de la situation, nous constatons que ces évaluations suivent exactement le récit ukrainien. Je veux dire, le récit officiel de l'Occident, ce qui est assez étrange, car si l'on suit la situation en se basant sur les faits même disponibles sur Internet, on peut évaluer que la situation tourne en faveur de la Russie, mais ce n'est pas l'évaluation qui est faite. En tout cas, il y a probablement une sorte de corruption intellectuelle au sein des services de renseignement. Je veux dire, cela ne peut pas s'expliquer autrement. En tout cas, nous poussons désormais l'Ukraine dans une situation où il y aura une fin au conflit, mais cette fin sera en réalité une victoire flagrante et décisive pour la Russie. C'est là que nous allons. Et je ne vois aucun signe indiquant que la direction européenne dans son ensemble, je parle du niveau de l'Union européenne, bien sûr, mais aussi du niveau des pays individuellement. Je ne vois pas que les gens en aient pris conscience, à l'exception des Hongrois. Je veux dire, la Hongrie a, je pense, probablement la meilleure évaluation de la situation, du moins officiellement. Donc, nous nous dirigeons vers la défaite de l'Ukraine, et il y aura un moment où cette défaite sera évidente. Aujourd'hui, on peut sans doute jouer sur les mots et les images, montrer un char ukrainien détruit en disant que c'est un char russe, ou l'inverse, etc. Mais il viendra un moment où cela ne sera plus possible, et nous nous rapprochons de ce moment. Oui, Orban a récemment déclaré que la guerre était déjà perdue. Je pense qu'il a raison. Mais comme vous l'avez dit, je pense que cela deviendra très évident pour tout le monde assez rapidement. Mais pour l'instant, ils essayent de détourner le regard. Donc oui, merci pour vos commentaires. En effet, qui de mieux qu'un ancien colonel du renseignement pour comprendre pourquoi nous nous sommes autant éloignés de la réalité. Merci encore. Merci beaucoup de m'avoir invité.